Madame, monsieur, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de ce 3 juin. Les terminales viennent d'être fixées sur leurs différents vœux formulés en vue de leurs prochaines études supérieures. Les résultats du fameux Parcoursup sont tombés. Répondent-ils aux attentes des lycéens? En sont-ils satisfaits ou pas? Nous en avons rencontré ce matin. Reportage à suivre. Nous parlerons également de cette lutte contre les animaux errants dans la commune de Mamoudzou. La mairie poursuit depuis plusieurs mois ses actions pour éradiquer de son territoire ce phénomène. Un phénomène, vous le verrez, qui reste plus compliqué à traiter avec notamment les chiens errants. Et puis, justice, dernier jour hier à Paris du procès du crash de l'avion Yemenia Airways en 2009. Le réquisitoire de l'accusation a été prononcé en demandant à la compagnie de verser plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous reviendrons sur ce dernier jour de procès dans ce journal. C'est donc depuis hier que la plateforme Parcoursup a délivré ses résultats pour les choix des futurs bacheliers. Un moment chaque année très attendu par les terminales qui attendent de savoir si leurs choix ont été validés. Notre équipe s'est rendue ce matin au lycée professionnel de Kaweni pour recueillir différentes réactions. On les découvre avec Chafanti Alibako et Jaïdi Maolida. Suspendus à leur écran, ces élèves de terminale découvrent les résultats de la plateforme Parcoursup. Tout aussi stressant que le bac. Certains n'ont pas ce qu'ils veulent. Là, j'ai accepté temporairement. Après, je vais attendre deux jours maximum. Si je vois que la licence que je voulais, je ne l'ai pas obtenue, je vais prendre celle-ci. Pour mieux vivre cette période d'expectative, les élèves ont été accompagnés pour affiner leur choix et se familiariser avec l'outil. C'est bon, je suis bien informée. Puis j'ai utilisé aussi un peu Internet pour m'informer et tout ça, donc ça va. Cette année, 6676 candidats ont formulé des vœux sur Parcoursup. Près de 5000 sont lycéens. Comme chaque année, une majorité aura au moins une proposition pour les autres. À partir du 23 juin, il y aura la phase complémentaire permettant tout simplement à ceux qui n'ont reçu aucune proposition d'effectuer d'autres vœux. Et donc, ils vont commencer à émettre, à ajouter des vœux dans la plateforme Parcoursup. Et c'est à ce moment-là que ces vœux seront traités ultérieurement. Après la deuxième phase, les jeunes peuvent en dernier recours solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur. La commission d'accès à l'enseignement supérieur consiste à étudier toutes les situations des jeunes qui n'ont pas de proposition d'admission pour leur faire des propositions. En particulier, sur Mayotte, on a la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle les classes passerelles. D'une durée d'1 an, les classes passerelles sont un des leviers de la CAES. La commission a traité 500 cas d'élèves sans admission l'année dernière. Éducation toujours avec les suites de cette correspondance entre des élèves de 2 classes, les 6e du collège de Mgombani ainsi que les CM2 de l'abattoir 3. Tout au long de l'année scolaire, ils ont échangé par écrit à travers le net notamment. Et ce jeudi, ils se sont retrouvés pour cette fois un contact direct autour d'une tournée en petite terre pour encore mieux ancrer leur bon rapport. Le reportage est de Darwesh Daou et Jaïdi Maolida. Tout commence ici, à Dzaoudi, avec la résidence qui a abrité depuis 1841 jusqu'à la fin des années 90 les différents représentants du gouvernement français. Pour cette classe de 6e de Mgombani et de CM2 de l'abattoir 3, les élèves ne sont pas prêts d'oublier leur passage à cet endroit historique, même s'ils n'ont pas pu visiter l'intérieur de l'édifice en pleine rénovation. C'est une ancienne résidence de la préfecture depuis 1841. Quand la France a pris possession de Mayotte. Il ne faut pas surtout rater. Ça apprend beaucoup de choses sur l'histoire de Mayotte et surtout ça prend du plaisir, ça prend du bien. C'est énorme, cet échange est très enrichissant. De par, ils viennent voir leurs correspondants, leur environnement, etc. Mais surtout, c'est d'avoir cet enrichissement historique, l'histoire de Mayotte,
qu'on avait commencé à aborder en classe, on n'a pas eu le temps de finaliser. Et là, le fait de venir, de voir, de toucher certains bâtiments, etc. Entre autres itinéraires, les deux délégations finissent leur parcours au Badamier sur cette belle plage qui longe le grand littoral de Papani et Bagamoyo, faisant face à la côte est de la Grande Terre. D'autres invités, en dehors des élèves, n'ont pas voulu rater l'événement. En les accompagnant, les enfants sont rassurés et s'épanouissent ensemble. C'est aussi un moyen de les éloigner des mauvaises orientations. C'est très important de les encadrer. Ils s'écrivent, ils rédigent, ils utilisent des outils informatiques. Et comme ils se connaissaient, mais à travers des lettres, il fallait qu'ils se voient, qu'ils discutent et puis qu'ils se racontent et jouer ensemble, danser ensemble. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Et pour couronner le tout, un moment du volet traditionnel suivi d'une partie de danse scelle cet échange pédagogique et culturel entre les deux établissements. Et nous partons à la rencontre d'autres élèves, ceux du collège de Sada, à la veille de la grande finale du concours Éloquence qui aura lieu ce samedi matin au lycée des Lumières. Sur une quarantaine de candidatures, 24 ont été sélectionnées dans tout Mayotte. Alors, comment préparer les élèves à ce grand événement? Illustration au collège Mariama Salima de Sada, où se sont rendus ce matin Hachim Saïd Hachim et Fahar Housseni. C'est la dernière répétition dans cette classe d'éloquence au collège Mariama Salim de Sada. Les élèves simulent un procès comme dans un tribunal. Je suis l'avocate des réseaux sociaux accusés d'arnaque. Sur le banc des accusés se trouvent les responsables des réseaux sociaux poursuivis pour arnaque. Ce concours d'éloquence, c'est une année de préparation. Camille Razotto, professeur de français, explique sa méthode. On a beaucoup travaillé en début d'année plus sur le fond, la structure, qu'est-ce que c'est qu'un argument, un exemple, comment prendre la parole. Et petit à petit, on a de plus en plus travaillé sur la gestuelle, le souffle, positionner sa voix, essayer de gérer ses émotions. Ils ont eu aussi plusieurs entraînements où ils ont été face à un public et du coup pour les mettre en condition de gestion stress, etc. Donc on espère que ça le fait. Le professeur intervient lors d'un problème de grammaire ou pour repositionner le débat. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, on intervient de moins en moins. On les laisse se gérer la parole parce que le but, c'est aussi qu'ils sachent rebondir sur le discours de l'autre, entendre ce qu'ils se disent et se réguler entre eux. Et ça a été un grand travail psychologique sur comment canaliser son stress, comment canaliser sa réaction face à l'échec en fait, mais aussi sur comment se comporter en public et comment canaliser son stress, mieux interagir face à une situation difficile. Le concours sera en deux parties. Une avec les collégiens, l'autre les lycéens. 12 thèmes au total. Bonne chance à tous les candidats. Reportage réalisé au collège Mariama Salim. Voilà pour ce volet scolaire de ce soir. Et on reste dans la commune de Mamoudzou pour parler à présent de cette traque des animaux errants. 6 mois déjà que la mairie a signé une convention avec plusieurs partenaires pour les capturer. Si pour les zébus, cabris et moutons, leurs propriétaires ont vite été dissuadés par les amendes, la question des chiens errants reste problématique. Ces derniers appartenant pour la plupart à des adolescents. Reportage Shafika Salimkou, Géraldine Louis. On va fermer les trous qu'il y a là pour pouvoir entrer dans la résidence là, et les prendre. Dans cette résidence de Tsunzu, un squat abritant une dizaine de chiens. Souvent en errance dans le quartier, en particulier une fois la nuit tombée, les capturer est devenu une nécessité pour tout le voisinage. On sait que ça appartient peut-être à des gamins, à des jeunes, mais on ne sait pas exactement à qui appartient, vu que le chien n'a pas de puce, n'a rien sur lui. Donc là, on ne peut pas savoir qui appartient. Mais bon, c'est un endroit où, ce que nous avons constaté, que c'est un endroit où il y a eu plein de chiens. Des chiens ayant eu le temps de s'évader dans la nature, un seul a été capturé ce vendredi. Nous, on était avec des professionnels, des spécialistes. Donc ils l'ont pris, après c'est à eux de voir, d'aller ou de faire ce qu'ils ont à faire avec ce chien.
Ce genre d'opération se fait avec toutes les précautions nécessaires et le constat est là, les mœurs changent au niveau des habitants de la commune. Et on constate qu'aujourd'hui, que nous avons des résultats très encourageants parce que ça fait déjà 6 mois que nous avons signé la convention et nous avons capturé une dizaine de zébus, une quinzaine de chèvres et quelques ovins aussi. La population a compris et j'espère qu'on n'en aura plus. J'espère que le message est bien passé. La municipalité compte poursuivre ses efforts dans les mois, les années à venir. Son but étant de faire en sorte qu'aucun animal ne cause d'accident ou de gêne quelconque chez ses concitoyens. Et on en vient à présent à la page des législatives. Miss Maudine Bakar est avec nous pour en parler et on continue de retracer l'historique des différents événements relatifs aux législatives à Mayotte. Bonsoir Miss Ba. Bonsoir Papineau. Alors, après plusieurs années à l'Assemblée nationale, le député de Mayotte, Henri Jean-Baptiste, termine son mandat sans le département, mais il engage quand même le début du processus. Oui, Papineau, le mandat d'Henri Jean-Baptiste s'achève toutefois sur 2 textes qui engagent l'avenir de Mayotte. D'une part, sous l'égide du président du Conseil général, en dépit des réticences de 2 parlementaires, l'accord sur l'avenir de Mayotte est donc signé. Et d'autre part, une proposition de loi Henri Jean-Baptiste tendant à organiser la consultation de Mayotte sur le choix de son statut définitif dans la République est enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000. Henri Jean-Baptiste perd ici une bataille, celle de la départementalisation immédiate, mais il gagne celle de la départementalisation à petits pas. Et puis l'an 2000 qui marque tout aussi le cap sur le droit commun départemental. L'an 2000, c'est la fin du siècle et le début du 3e millénaire. Outre la signature de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte et l'avènement de l'euro, la monnaie européenne, des changements majeurs se profilent à l'horizon politique, économique, social et culturel. En France, les choses bougent aussi dans la continuité de la présidence de Jacques Chirac. À Mayotte, les autorités étatiques sont venues présenter à la population le projet de loi qui fait de Mayotte une collectivité départementale. Les élus locaux saluent le travail commun de la gauche et de la droite sur ce statut qui renforce l'enracinement de l'île dans la République. Désormais, les dernières incertitudes sont levées. Mayotte sait qu'elle fait partie intégrante de la France. Mais du coup, il aura fallu plusieurs mandatures et même plusieurs gouvernements pour en arriver là. Alors, la cohabitation entre Mitterrand et Chirac avait permis à Mayotte d'éviter le largage de l'île revendiqué par l'État comorien. Celle entre Mitterrand et Balladur a enclenché le processus de départementalisation. Et celle entre Chirac et Jospin engage l'intégration de Mayotte dans le droit commun départemental. Ainsi, sortis de l'incertitude institutionnelle, les Mahorais vont pouvoir se consacrer à la question du développement économique et social. La collectivité départementale sera dotée dès l'entrée en vigueur de la loi de compétences et des moyens nouveaux. L'exécutif du territoire exercé par le préfet sera transféré au président du Conseil général en 2004 et en 2007, le Conseil général exercera pleinement ses compétences dans les mêmes conditions que les conseils généraux de la métropole. Merci Misma pour toutes ces précisions et voilà qui marque la fin de cette page des législatives. Autre titre de l'actualité, la fin du procès de la compagnie Yemenia Airways qui s'était crashée au large de la Grande Comore en juin 2009, faisant 152 morts. Hier à Paris, l'accusation a requis contre la compagnie aérienne l'amende maximale de 232 500 €. Kessi Weshop, Mourad Bouratima. Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris, une centaine de proches des victimes venus écouter les réquisitions au dernier jour du procès débuté le 9 mai. La représentante du parquet a pointé une série d'erreurs de pilotage accumulées, jamais rattrapées, soulignant un défaut de formation et de préparation, des lacunes du copilote sur fond de panne d'éclairage de la piste d'atterrissage en pleine nuit, des circonstances déjà bien connues de la Yemenia Airways avant le drame. Pour Marie Jonca, la responsabilité du crash revient donc à la compagnie nationale yéménite, contre laquelle elle requiert la peine maximale. Des réquisitions qui ont été techniquement parfaitement exposées pour démontrer
la preuve et les causes du crash et la culpabilité de la compagnie Yemenia. Je dirais que malheureusement, les peines encourues sont relativement légères, puisque d'un maximum de 225 000 € en cas d'homicide involontaire. Et effectivement, c'est un peu décevant en termes de sanctions pénales, mais je dirais la loi est la loi. Nous avons demandé et estimé qu'il est tout à fait normal, comme dans certains accidents, que les familles chaque famille obtienne 500 000 €. Dans certains accidents, notamment Paris-Rio, ça a été demandé et obtenu. Et nous ne pensons pas comment les victimes comoriennes obtiendraient moins que ça. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient punis sévèrement. Et aussi qu'on sache la vérité, ce qui s'est passé, et que cet acte ne se reproduit jamais. 225 000 € et 7 500 € d'amende pour homicides et blessures involontaires. La procureure a aussi demandé que le jugement soit publié sur le site internet de la Yemenia. De son côté, la défense conteste tout manquement et attribue l'absence d'un représentant de la compagnie aérienne à la guerre au Yémen. On charge un peu la compagnie d'un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, où 70% de la population est au bord de la famine, où 7 millions de personnes sont dans la famine et où il y a eu 300 000 morts pendant la guerre civile. Il faut rappeler que la Yemenia est la seule compagnie qui n'a eu qu'un seul accident mortel depuis sa création, en 1961. Le jugement devrait être rendu d'ici le mois d'octobre prochain. Parlons maintenant du pouvoir d'achat en France et cette question, quel impact de la hausse des prix sur notre porte-monnaie? L'association 60 millions de consommateurs a fait les comptes et chiffre ce surcoût à 90 € par mois en moyenne. C'est ce que chaque Français pourrait dépenser en plus, soit 1080 € par an. Plus de précisions avec Marie Justet et Juliette Poissonnier. À la sortie du supermarché près de Poitiers, dans les chariots de ces consommateurs, moins de produits à cause de la hausse des prix. Le café, tout ça, je regardais, le chocolat, c'est pareil, j'ai diminué. On va à l'essentiel. On achète moins de choses et moins de viande, moins de... Voilà. L'huile, déjà, ça a augmenté et tout, donc... on fait avec. Plus 38 € par mois déboursés pour les courses d'une famille de 4 personnes. Alors pour réduire la facture, certains traquent les meilleures affaires. On achète peut-être un petit peu plus en quantité. Par exemple, là, en ce moment, il y avait des promotions sur le liquide vaisselle, par exemple. Donc, j'ai regardé si c'était intéressant. Et oui, c'est intéressant. Quitte à faire plus de chemin en voiture, nous rechercherons les supermarchés moins chers. 5,2% d'inflation le mois dernier. Ce sont 90 € par mois de pouvoir d'achat en moins pour chaque foyer. Parmi les plus fortes augmentations, le carburant, plus 27 € par mois. De quoi tiquer en remplissant son réservoir. On fait moins de trajets, on fait moins d'extra, on en fait beaucoup moins. On essaye, oui, d'optimiser les parcours, mais voilà, avec les contraintes, c'est pas toujours facile. Déplacement autour du domicile, je prends mon vélo ou j'y vais à pied. Mais voilà, ce que je ne faisais pas forcément avant. Selon 60 millions de consommateurs, près d'un Français sur 2 aurait déjà diminué sa consommation en carburant. Du foot pour terminer, une semaine après les événements chaotiques au Stade de France, les tricolores reçoivent ce soir le Danemark après les violentes agressions de samedi dernier qui ont émaillé la finale de la Champions League. Quel sera aujourd'hui le dispositif de sécurité? Éléments de réponse dans ce reportage de Benjamin Delombre et Ben Barnier. Le match n'est pas classé à risque et pourtant, le dispositif de sécurité autour du Stade de France est hors du commun. 2000 policiers et gendarmes mobilisés pour France-Danemark ce soir, c'est 2 fois plus que la semaine dernière. De quoi semble-t-il rassurer les premiers supporters français arrivés sur place. Alors, le fameux sésame pour ce soir, je pense qu'ils ont dû renforcer la sécurité, donc moi je vois pas pourquoi pas faire la fête aujourd'hui avec l'équipe de France. Moins d'une semaine après la finale de la Ligue des Champions, les échauffourées et la confusion en marge du match sont néanmoins dans toutes les têtes. C'est pour ça qu'on est venu très tôt, pour rentrer dans le stade très tôt, le plus tôt possible pour justement sécuriser les enfants et pour éviter justement cet engorgement du début du match.
Des supporters prudents et des joueurs de l'équipe de France qui espèrent eux aussi qu'aucun débordement n'aura lieu. C'est pas ce qu'on veut voir dans le football. C'est avant tout un spectacle et on aime lorsque c'est bien organisé. On aime lorsqu'on sent, nous en tant que joueurs, nos proches, nos familles, nos amis en sécurité. Ce soir, 1800 supporters danois sont attendus au Stade de France. Aux terrasses des cafés parisiens ce matin, ils n'avaient pas d'inquiétude particulière. J'espère que la police française a appris de ses erreurs. Ça sera mieux aujourd'hui. On sait que les supporters britanniques causent souvent des problèmes. Nous, non. Donc on n'est pas inquiets. Le match France-Danemark devrait ce soir se jouer à guichet fermé. Une rencontre à valeur de test autant pour l'équipe de France que pour la préfecture de police de Paris. Fin de ce journal, merci pour toute votre attention. On se retrouvera demain et dimanche pour les journaux du week-end. Passez une très belle soirée, une bonne fin de semaine. Et puis à tout à l'heure pour le journal en maoré.